Bon, eh ben, on peut attaquer alors. Attaquons. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ce soir, c'est un peu expérimental pour nous. Quand je dis nous, c'est le journal de la section d'Ivry du PCF, donc Ivry Actu, qui est un journal qui existe depuis un petit moment, qui évidemment, comme tous les outils papier en ce moment, s'interroge sur comment s'adresser au plus grand nombre de personnes et pouvoir faire vivre des idées et des contenus. Dans ce cadre-là, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les lives du confinement. Donc là, on n'a pas inventé la poudre, hein, globalement. L'idée, c'est d'inviter des intervenants qui ont quelque chose à raconter d'intéressant sur des sujets d'actualité ou sur des sujets qu'on a souhaité privilégier. Donc aujourd'hui, c'est la première. Merci Charlotte d'avoir répondu à notre sollicitation. Dans le courant de la discussion, je redonnerai les prochaines dates, hein, mais globalement, le prochain aura lieu le 23 novembre. Il sera consacré à la réforme de l'assurance chômage. On aura la participation de Corinne Sierger et du Sili Bichalan, qui sont des militants de l'APES, et de Pierre Garnadier de la CGT. Je vais me consacrer à ce qu'on va examiner ce soir. Donc ce soir, nous recevons Charlotte Recoquillon. Charlotte Bonsoir. Recoquillon, qui est docteur en géographie, que vous avez certainement aperçu sur toutes les chaînes info, entre autres, qui est journaliste par ailleurs et qui est spécialiste à la fois des questions liées aux États-Unis et particulièrement, tu t'es beaucoup engagé pour retransmettre la réalité du mouvement Black Lives Matter. Et puis évidemment, au lendemain des élections américaines, tu es intervenu sur toutes les télés et dans la presse pour donner un peu ton sentiment sur comment se déroulaient les choses et notamment sur le rôle et l'impact du mouvement Black Lives Matter dans la présidentielle américaine. Donc peut-être tout simplement, on va commencer par ça, c'est-à-dire par t'interroger sur ton ressenti de cette élection américaine et je vais essayer, pendant qu'on parle, de noter des discussions et les questions des uns et des autres pour pouvoir te relancer de temps à autre. Eh ben, merci de m'avoir invité pour cette première et de me faire confiance pour inaugurer ces nouveaux lives du confinement déjà. Donc effectivement, je suis docteur en géographie spécialisée sur les États-Unis et aussi journaliste. Et voilà, donc ça fait maintenant depuis 2014 que je suis vraiment très assidûment ce qui se passe du côté de Black Lives Matter et du mouvement social pour la justice raciale en fait aux États-Unis. Mais avant ça, je travaillais plus sur les questions urbaines. Donc pour cette élection-là, moi, les deux grands premiers enseignements vraiment que je trouve euh, importants en termes de mobilisation politique et de vie politique américaine, c'est d'une part, c'est deux constats qui peuvent paraître en apparence un peu paradoxaux, mais c'est que c'est une victoire des deux côtés en fait. Une victoire pour Trump et une victoire pour la droite conservatrice américaine et les républicains qui certes perdent l'élection mais ressortent renforcés à la Chambre des représentants. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu le Sénat et ça, ce sera absolument déterminant par la suite. Ils gagnent un poste de gouverneur. Ils remportent un nombre historique de voix, de suffrages, euh, tout comme les démocrates d'ailleurs, puisqu'il y a eu une mobilisation record qui s'est répartie des deux côtés. Donc de ce point de vue-là, l'adhésion, et pas seulement la droite conservatrice, mais l'adhésion à Trump aussi, et au fait que pour le Parti républicain, pour l'instant, il reste le meilleur, le mieux placé pour éventuellement envisager même de se représenter en 2024, même si on n'en est pas encore du tout là. En tout cas, pour ce qui est des rapports de force internes au Parti républicain, pour l'instant, Donald Trump n'est pas du tout mis sur la touche. Donc ça, c'est une première chose. Même s'il perd l'élection, c'est quand même une victoire pour les républicains. Et surtout, cette adhésion montre que les idées politiques et la xénophobie et l'anxiété identitaire qui sous-jacentes au vote Donald Trump sont bien présentes et bien ancrées. Peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment un ancrage depuis au moins les années 50, etc. Bon. Et en même temps, du côté démocrate, c'est une victoire. On a eu peur au début, les résultats ont donné plusieurs jours un peu de tension et d'un suspense un peu insoutenable initialement, où on s'est demandé si ça allait passer ou si on repartait pour 4 ans de Trump. Finalement,
les sondages ne se sont pas tellement trompés. Il y a un nombre d'électeurs très important pour les démocrates. Ils remportent le suffrage populaire et ils remportent aussi, et de loin, les grands électeurs. Donc, quasiment tous les États qui étaient en balance sont soit restés républicains, soit passés démocrates. Il n'y a pas eu d'État qui s'est retourné pour devenir républicain. Donc, de ce point de vue-là, les démocrates ont remporté. Maintenant, les démocrates ont immédiatement une difficulté devant eux. C'est que, alors, petite précaution, il faut dire quand même que tous les chiffres sur qui a voté pour qui, etc., et la sociologie électorale un peu fine, on saura ça dans quelques mois ou dans quelques années. Pour l'instant, on a quelques grands sondages, mais voilà, il faut rester prudent sur cette sociologie-là. Néanmoins, on peut dire quand même déjà que Joe Biden n'a pas vraiment fait campagne pour aller convaincre l'électorat qu'il a amené au pouvoir. Je m'explique. C'est surtout la mobilisation du bloc africain-américain noir et du mouvement social, du mouvement ouvrier, qui a convaincu et fait le travail de militantisme pour inscrire les gens sur les listes électorales, pour les convaincre d'aller voter, malgré les circonstances sanitaires un petit peu préoccupantes, etc. Et donc, c'est pas Biden qui est allé chercher ces électeurs-là, c'est vraiment le mouvement Black Lives Matter qui lui a amené sur un plateau ces électeurs-là qui lui ont permis de remporter la victoire. Et notamment, on voit qu'un État crucial comme la Géorgie, dans le sud des États-Unis, est tout à fait emblématique, puisque je rappelle que dans cet État-là, qui traditionnellement vote plutôt républicain, il y a 2 ans, Stacey Abrams a perdu les élections, qui est une militante Black Lives Matter, une femme noire, qui a perdu les élections au poste de gouverneur de manière un petit peu contentieuse et qui s'est donnée pour mission, elle avait contesté les résultats, etc., elle a été déboutée, et elle s'est donnée pour mission d'inscrire sur les listes électorales très massivement les Noirs de Géorgie en vue de se représenter plus tard. Et c'est vraiment cet électorat-là qui a fait basculer la Géorgie pour Joe Biden. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, le Parti démocrate est d'ores et déjà divisé entre sa gauche radicale et les socialistes, le mouvement qui suit Bernie Sanders, en fait, hein, le DSA, donc les démocrates socialistes américains, et aussi représenté par Alexandria Ocasio-Cortez, et des démocrates plus centristes comme John Kasich, par exemple, qui ont très rapidement accusé cette gauche radicale d'avoir failli faire perdre les élections, comme si la radicalité de leurs idées risquait d'effrayer un électorat centriste. Il y avait vraiment 2 stratégies différentes. Biden, lui, il a fait une campagne assez neutre, un peu en se disant, en gros, il faut effrayer personne, donc autant ne rien dire, finalement. Tandis qu'il y a une autre frange du Parti démocrate, plus à gauche, qui, elle, a pour stratégie de dire, en fait, non, au contraire, c'est avec des idées fortes et des idées impactantes et radicales qu'on va aller convaincre des nouveaux électeurs. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de stratégie électorale, et ça vaut autant pour les démocrates que pour les républicains, ceux qu'il fallait aller convaincre et mobiliser, c'était ceux qui d'habitude ne votent pas, les abstentionnistes. Il y a très peu d'indécis. Globalement, les blocs électoraux de démocrates et républicains sont assez stables, mais en revanche, il y a beaucoup d'abstention. Et donc, il fallait aller chercher des nouveaux électeurs. Et donc, certains démocrates pensent que ces nouveaux électeurs, on va les convaincre avec des idées très fortes et en allant s'engager sur un terrain social, etc. Et Joe Biden, au contraire, pensait qu'il ne fallait pas les effrayer. Enfin, Joe Biden et les centristes, le courant centriste qu'il représente, qu'il ne fallait pas trop les effrayer et rester sur un terrain un petit peu plus neutre. Donc, j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, je reviendrai dessus.
Ok. Alors attends, je vais t'interrompre un tout petit peu. Bon, juste déjà pour saluer les participants, puisque on me fait savoir par texto qu'entre ceux qui sont connectés sur Insta et ceux qui le sont sur Facebook, on a dépassé la quarantaine de participants, donc c'est plutôt pas mal pour une première. Bonjour Je tout le vais monde. surtout m'adresser à ceux qui sont sur Insta. Vous avez le droit de poser des questions, hein. Je les relayerai à Charlotte. Donc, Charlotte, moi, je voulais t'interroger sur une partie de ce que tu as développé, c'est-à-dire que globalement, tu nous dis qu'à la fois Biden a fait une campagne raisonnable et centriste, et qu'en même temps, le mouvement de fond qu'il a porté, au contraire, est un mouvement qui a quand même une forme de radicalité. Ça fait quand même une sacrée situation explosive dans une situation où j'ai l'impression que, par contre, côté bloc républicain, on a une radicalité qui s'est vraiment euh, marquée. Alors, pas seulement autour de Trump, même si on voit que certains républicains se désolidarisent de ce qu'il a pu, porter. Moi, ma question, c'est dans le système institutionnel qu'on voit aux États-Unis, qui est quand même bien bouclé, quel est le potentiel de transformation, pas forcément de Biden, puisque j'ai bien compris ce que tu disais, mais qui est ouvert à ceux qui se sont emparés de ce bulletin de vote. Il y a plusieurs éléments. Il y a déjà une question d'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, tout va passer. Alors, déjà, une chose à dire, c'est que à l'échelle fédérale, on saura en janvier si le Sénat reste à majorité républicaine ou si les démocrates ont une chance de, si ce n'est d'emporter la majorité, au moins d'être à égalité avec les républicains. Si les républicains conservent la majorité au Sénat, Joe Biden ne pourra quasiment rien faire. Et donc, on sera dans un blocage institutionnel qui ressemblera à peu près aux 2 dernières années de Barack Obama où il pouvait rien faire, proposer personne. Par exemple, s'il avait fallu nommer, enfin, s'il faut de nouveau nommer un juge à la Cour suprême, il pourra être bloqué par le Sénat, etc. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se jouer aussi dans les États, dans les États fédérés. Euh, donc les potentiels, là, ils variables selon les territoires et selon la force du mouvement social. Une chose que je voulais dire, c'était que on, on a tendance à réduire les électorats. Et, alors, je ne suis pas spécialiste du mouvement conservateur et de la droite. Bon, j'ai quelques notions évidemment, mais je suis plus spécialisée sur la gauche. Mais quand même, ce qu'on peut dire sur le mouvement conservateur, c'est que une partie des militants conservateurs qui ont voté pour Trump, pas tous, hein, et je ne parle pas des néo-nazis suprémacistes blancs, je parle des conservateurs, ceux qui ont des valeurs économiques voilà, conservatrices, néolibérales, etc. En fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Marion Douzou qui a travaillé sur ce mouvement-là et qui explique que eux, ils se moquent un peu des outrances de Trump. C'est-à-dire que ce qui interpelle la gauche, son racisme, sa xénophobie, son patriarcat dégoulinant, là, etc., ces outrances et ces excès, eux ne s'intéressent pas vraiment à ça, mais plutôt aux promesses qu'il leur avait faites. Et les promesses qu'il leur avait faites, c'était en gros réduire les impôts, améliorer la situation économique, nommer des juges à la Cour suprême, voilà, des choses concrètes comme ça qu'il a faites. Et donc eux, ils sont là, bah, en fait, nous, on s'en fiche du reste. Ce qu'on voulait, c'était ça. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, et ça amène à des surprises ou des anomalies, en tout cas en apparence. Par exemple, en Floride, État qui a progressé en termes de vote républicain, cet État a aussi voté pour un salaire minimum à 15 dollars, qui est une des propositions phares du mouvement de gauche, notamment du mouvement de Bernie Sanders, et qui est une mesure plutôt progressiste. Et donc ça peut sembler un petit peu contradictoire, mais ça montre que cet électorat est un petit peu plus complexe et s'intéresse quand même beaucoup aussi à des questions. Pas après, il y a évidemment, et moi c'est beaucoup là-dessus que j'ai travaillé, toute la dimension identitaire, de préoccupation identitaire de cet électorat, avec tous ces discours sur euh, la, la blanchité ou les blancs américains menacés, envahis chez eux,
menacés de perdre du pouvoir, de décliner, etc. Une anxiété qui se traduit à la fois sur le plan démographique, avec notamment des projections du recensement qui annoncent que la population américaine à l'horizon 2040 sera, enfin que les blancs américains passeront minoritaires à l'horizon 2040, ce qui est très rapide. Et si on n'analyse pas cette donnée-là, on peut imaginer que ça veut dire que une autre un autre groupe va dominer, va prendre le dessus. Mais évidemment que ce n'est pas vrai, parce que les Blancs vont rester un bloc majoritaire, enfin plus nombreux que les autres minorités prises à part les unes les autres, pendant encore longtemps. Et puis surtout, ils vont continuer de détenir le pouvoir politique, symbolique, économique, etc., même les valeurs religieuses, etc. Donc pour l'instant, le pouvoir ne leur échappera pas. Mais il y a quand même une espèce d'anxiété et puis une situation sociale qui est dégradée réellement pour cette population blanche, avec une précarisation et une fragilisation des classes moyennes, une baisse de l'espérance de vie, des conditions de santé qui baissent, etc. Sauf que, comme très souvent, on se trompe d'adversaire et au lieu de comprendre que c'est l'empilement de politiques néolibérales qui détruisent le filet social décennie après décennie, et on s'en prend aux minorités qui sont accusées d'être de voler ou de s'accaparer des ressources, qui du coup n'iront pas aux blancs. Voilà, comme si de partager, ça voulait dire prendre à quelqu'un. Après, pour continuer de reprendre ta question sur quelles sont les perspectives de changement et de mobilisation, c'était assez clair depuis longtemps pour Black Lives Matter que eux, le premier objectif stratégique, opérationnel, c'était de virer Trump. C'était vraiment une étape dans une feuille de route politique. C'est un mouvement qui se pense sur le long terme, qui a une vision sur des années et sur des décennies. Et donc là, le premier obstacle, c'était Donald Trump et sa politique complètement incendiaire. Donc il fallait remédier à ça. Mais c'était qu'une étape. Évidemment, Joe Biden n'était pas du tout leur choix de prédilection. Mais ceci étant dit, voilà, il fallait faire élire Joe Biden. Ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire élire. Mais ils étaient aussi extrêmement explicites sur le fait que derrière, ils allaient immédiatement repousser un agenda beaucoup plus progressiste et des demandes plus radicales, notamment sur les questions de justice, de police, etc. Alors, Charlotte, il n'y a pas encore beaucoup de questions, mais il y en a une. Alors, du coup, je te propose quand même qu'on la prenne en Ouais. considération. C'est Yo-Yo Gingin, donc j'imagine Johan Ginguenet. Hein. Est-ce que Biden n'a pas finalement fait ce que Clinton aurait dû, gagner en annihilant le mouvement radical ouvert il y a 4 ans? Attends, tu peux me répéter? Est-ce que Biden n'a pas finalement fait ce que Clinton aurait dû, gagner en annihilant le mouvement radical ouvert il y a 4 ans? On peut toujours refaire le film. Moi, je ne crois pas que Hillary Clinton avait les mêmes chances. D'abord, elle a fait face à un sexisme extrêmement dur. Mais vraiment, enfin, indépendamment de son positionnement politique, qu'on puisse embrasser ou pas, enfin, adhérer à ses idées politiques, elle a fait face à un sexisme très important. Surtout, Black Lives Matter, le mouvement à l'époque, était très hostile à cette gauche conservatrice et a justement interpellé Bernie Sanders et Hillary Clinton en 2016 dans leur meeting pour leur demander d'être plus radicaux et d'être plus progressistes. Ce qui a sans doute en partie, d'ailleurs, démobiliser une partie de cet électorat abstentionniste dont je parlais tout à l'heure et qui les a pas motivés à sortir de chez eux pour aller voter en fait.
Et c'est pour ça aussi que, en partie, Hillary Clinton a perdu. Et on peut voir une évolution de la stratégie de Black Lives Matter extrêmement nette entre 2016 et 2020. Là où en 2016, ils sont allés bousculer la gauche pour leur dire il faut aller plus à gauche, le Parti démocrate qui cautionne l'establishment et le statu quo et qui continue d'entretenir des structures oppressantes et dominatrices. Là où ils sont allés bousculer ça en 2016, là en 2020, ils ont dit bon ok, en fait, c'est pas vrai de dire que c'est la peste et le choléra et de mettre sur le même plan Trump et Biden, en l'occurrence, enfin en tout cas Trump et les démocrates. C'est faux de dire ça. Il y a vraiment un vrai suprémaciste blanc là au pouvoir en ce moment et il faut se débarrasser de lui. Donc, ils ont mis en œuvre toute leur stratégie d'organizing et leurs compétences politiques qu'ils savent faire, c'est-à-dire mobiliser sur le terrain, quadriller, convaincre, faire de la mobilisation politique, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi vraiment sur le terrain, j'allais dire sur le terre-terre, mais vraiment frapper aux portes, etc. Je parle beaucoup de Black Lives Matter, mais il y a d'autres acteurs et corps intermédiaires qui ont joué des rôles, et notamment les syndicats. Il y a un syndicat, par exemple, d'employés qui s'appelle Unite Here, qui est un syndicat d'employés dans l'hôtellerie. Et donc, comme avec la crise du coronavirus, une grande partie de ces employés-là étaient au chômage et donc disponibles, ils ont mobilisé ces adhérents-là pour aller les déployer dans les États, dans les swing states, pour aller frapper aux portes, faire du porte-à-porte, tracter, convaincre, voilà, etc. Et donc, tout ce travail-là d'accompagnement et de mobilisation, qui est une méthodologie de tout le mouvement social au sens large, hein, de la gauche, voilà, ça a été très très actif, beaucoup plus actif qu'en 2016. Donc on peut toujours refaire le film. Moi, je ne suis pas sûre qu'Hillary Clinton, à l'époque, elle avait cette possibilité-là. Je pense qu'il y a eu aussi une maturation du côté, par exemple, de Bernie Sanders, qui, en 2016, n'était pas au même point de sophistication sur les questions d'intersectionnalité entre les questions de race et les questions de classe qu'il est aujourd'hui. Et ça, il a utilisé ces 4 dernières années à rencontrer des dirigeants de Black Lives Matter, à construire des alliances, à écouter, à se former, à lire à construire, à évoluer. Et ça, je pense que ça a été respecté par un certain nombre de militants Black Lives Matter qui ont dit, bon, ok, nous, on n'attend pas forcément des gens qui soient déjà parfaits, mais au moins qu'ils soient dans une démarche de vouloir écouter, entendre, comprendre et de se rencontrer sur les problématiques. Donc voilà, donc il y a eu du chemin de tout le monde. Je pense que tout le monde a pris une claque en 2016. Tout le monde s'est dit, il ne faut pas reproduire cette déception-là. Et donc, voilà, on a pu observer une évolution de tous les acteurs et une prise, alors j'ai envie de dire de maturité, mais c'est peut-être pas juste de la maturité, c'est un changement de stratégie, quoi. Alors, tu as utilisé le terme d'intersectionnalité. Je pense que pour un certain nombre de personnes qui sont en train de nous écouter, c'est pas forcément un terme qu'ils utilisent de manière régulière. Là, j'aurais voulu te poser 2 questions. D'abord, que tu me définisses un petit peu ce que tu entends par en utilisant cette notion. Et ensuite, tu as dit que Bernie Sanders a rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui travaillent sur ces questions. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que politiquement il l'a converti ou pas? Et donc, quelles sont les pistes à suivre pour ceux qui, parmi les démocrates ou parmi le mouvement qu'a porté Biden, se reconnaissent dans cette pensée? Alors attends, je vais faire la première question sans tes questions. Alors, intersectionnalité, c'est un terme qui a été développé, qui a été élaboré par Kimberly Crenshaw et qui, en gros, stipule que quand on parle de discrimination ou de facteurs de domination, en gros, jusqu'à présent, on les pense comme uniques, alors qu'ils se superposent et qui se multiplient en fait. Et que
quand on est dominé en tant que femme, on peut aussi être dominé en tant que femme noire et que la problématique pour une femme blanche, c'est pas la même que pour une femme noire, c'est pas la même pour une femme noire hétérosexuelle que pour une femme blanche homosexuelle, etc. Et qu'on a une intersection entre ces différentes identités-là. Et voilà, une superposition de discrimination qui rendent les réalités différentes. Et politiquement, c'est important parce que, par exemple, quand on pense euh, aux hommes noirs qui sont à la fois racisés et à la fois victimes du racisme institutionnel dans la société, etc. Mais ils sont aussi des hommes et ils sont aussi des acteurs et des tenants du patriarcat en position dominante. Et donc tout ça, voilà, ça complexifie les relations. Et pour revenir sur la question plus électorale, là, ça s'est joué, et sur Bernie Sanders et les socialistes américains, ça s'est beaucoup joué sur la nature de la classe ouvrière, par exemple. Si on continue de penser la classe ouvrière américaine comme une classe ouvrière blanche, en fait, on se trompe et on passe à côté de la réalité matérielle et de vie de cette classe ouvrière. La classe ouvrière aux États-Unis, elle est extrêmement diverse et elle est constituée pour une grande partie de minorités, de latinos, de noirs, d'asiatiques, etc. Or, ils sont souvent évincés des discours. Et c'est notamment sur un point comme celui-ci que Bernie Sanders a pu avoir l'occasion de travailler. Et c'est un des appels de Black Lives Matter dans la reformulation des discours politiques. Ils ont immédiatement toutes les analyses sur le vote de cette frange-là électorale, là, de ces blancs désargentés, déclassés, etc. Ils interpellent beaucoup dessus pour dire attention, vous vous trompez, tant que vous vous adresserez uniquement à ces gens-là, vous n'allez pas réussir à les convaincre et chercher les autres électeurs qui constituent la réalité de cette classe ouvrière. Alors, on a Gaïs Bertou qui pose une question à laquelle, à mon avis, tu t'attendais. Ça a coupé, j'ai pas entendu. J'ai un coup de fil dans le temps. Quelle perception d'avenir pour AOC et toute la bande? C'est compliqué d'y répondre pour le moment. Il y a beaucoup d'attentes sur Alexandria Ocasio-Cortez qui peuvent lui être presque préjudiciables à mon avis parce que ça crée une attention un peu excessive et puis ça personnifie un mouvement qui par nature se veut collectif en fait. Donc il y a un petit risque là à trop idéaliser et fantasmer Alexandria Ocasio-Cortez, même si on est d'accord politiquement, c'est une machine, quoi. Elle est hyper forte, elle est percutante, etc. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes sur elle et sur son avenir politique et une potentielle candidature aux prochaines élections. Pour l'instant, la dernière interview que j'ai pu consulter d'elle, qui date d'il y a quelques jours dans le New York Times, justement au lendemain des premiers affrontements internes au Parti démocrate, elle disait que c'était très dur en fait d'exister au sein du Parti démocrate et qu'elle avait l'impression qu'une partie des gens qui devraient être ses alliés passaient leur temps à lui tirer dans les pattes, et pas que à elle d'ailleurs, mais globalement à cette gauche radicale. Donc elle disait que par exemple, elle n'était pas sûre de son avenir politique et qu'elle doutait de rester en politique si c'était pour devoir affronter en interne son propre camp. Et que de toute façon, elle, ses objectifs de transformation sociale et radicale, ils existaient en dehors de la question du Parti démocrate et de la forme de la mobilisation, et que ça pouvait prendre d'autres formes et d'autres engagements, et que si la voie électorale et politique devenait trop dure, ou l'enfermait, ou qu'elle voyait qu'elle n'arrivait pas à transformer comme elle voulait, c'était tout à fait possible et posé sur la table pour elle de partir. Donc, son avenir politique personnel à elle, il n'est pas encore vraiment écrit, c'est un petit peu difficile d'y répondre.
Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de la frange gauche, vraiment de la gauche radicale du Parti démocrate, là, en revanche, on est plutôt sur une phase ascensionnelle et très clairement, c'est eux qui, en ce moment, ont leur mot à dire, le pouvoir qui tiennent l'agenda, en fait. Et eux, ils vont continuer à pousser, ils vont continuer à convaincre. Ils ont aussi un avantage générationnel parce que c'est eux qui sont plus populaires auprès des plus jeunes. Et donc, eh ben, élection après élection, au fur et à mesure, ce sera les ces générations ces générations d'électeurs-là qui pèseront le plus. Donc, il va falloir compter avec la gauche radicale, moi, à mon avis. Alors, du coup, j'ai pas vu passer d'autres questions. On me dit qu'il y a des gens qui posent des questions sur Facebook. Malheureusement, pour Charlotte comme pour moi, on est connecté sur Insta et c'est un peu compliqué Alors, attends, j'ai d'aller mon les ordi, chercher. je vais essayer d'aller sur Facebook en même temps. Non, multicam. Attends, je vais voir. Mais sinon, vous pouvez poser des questions. J'ai pas répondu à ta deuxième question que j'avais oubliée. Tu avais une deuxième question quand tu m'as parlé d'intersectionnalité. Bah, je voulais te demander comment est-ce que parce que tu as dit qu'ils sont allés rencontrer pour entendre et s'approprier, mais est-ce que du coup c'est aller plus loin que ça et est-ce qu'aujourd'hui Ah. dans ce qui est porté par le Parti démocrate, il y a des propositions politiques qui traduisent ce mouvement? Oui, parce que de toute façon, le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est très qui est très transversal. C'est pas du tout un mouvement qui a juste un seul sujet d'intérêt. Ça parle des questions de domination sous toutes ses formes, de justice économique, de justice dans la santé, de justice raciale, voilà, dans la justice. Par exemple sur les droits des travailleurs. Je vais peut-être faire juste un petit rappel, mais Black Lives Matter, le mouvement, il a été fondé en 2013 par 3 femmes. Une qui qui était directrice de programme dans une association qui travaillait sur l'immigration africaine aux États-Unis. Une autre qui travaillait sur la réinsertion et sur les programmes artistiques pour les prisonniers ou pour les anciens incarcérés et sur les problématiques d'incarcération en général. Et la troisième qui était directrice d'un syndicat d'employés domestiques. Donc à L3, vraiment, elle cumulait déjà un panel de problématiques qui sont au cœur de toutes leurs problématiques. Donc, quand Black Lives Matter se mobilise, c'est pas uniquement. Alors, déjà, c'est pas du tout la voie électorale qui est leur voie de prédilection. Donc là, il se trouve que c'était ça l'agenda, mais c'est pas du tout leur seul moyen d'action. Et ils vont porter d'autres propositions, d'autres lois, ils vont défendre le salaire minimum à 15 dollars dont je parlais tout à l'heure. Ils vont aussi défendre, par exemple, je sais pas, alors là, en Californie, ils ont perdu, mais il y avait une proposition qui voulait protéger les employés de Uber, Lyft, etc., enfin, pour leur donner justement un statut d'employé. Alors la proposition n'est pas passée, ce qui est d'ailleurs c'est un peu le paradoxe inverse à celui de la Floride dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi intéressant de voir que dans un État de gauche démocrate, une proposition telle que celle-ci a pu quand même être bloquée. Euh, donc, euh, donc oui, ils ont intégré localement, ils ont intégré sous des formes très diverses. Euh, Ça se bat beaucoup aussi sur les questions de santé, de protection sociale. Euh, voilà, multiforme. Ce sont des échanges à double sens, mais quand même avec forcément un poids plus important qui va de Black Lives Matter, qui fait pénétrer les thématiques raciales dans des espaces où elles étaient exclues jusqu'à présent.
parce que c'était ça, en fait, le problème. Donc voilà, même s'ils sont à l'écoute d'autres problématiques, ils l'étaient déjà parce que de manière politique, ils conçoivent l'émancipation et l'égalité de manière globale et transversale. Mais... Alors, je vais te poser une question supplémentaire, alors qui est peut-être un petit peu complexe, et puis peut-être que ma question elle va être un peu caricaturale, mais sur les télés françaises, on a quand même pas mal observé tous les rassemblements qui ont été filmés d'opposition entre les démocrates et les républicains, parmi lesquels il y avait des rassemblements avec des gens qui étaient armés, avec cette un peu notion de division très très forte qui était posée. Aujourd'hui, avec ce que tu viens de développer sur le mouvement Black Lives Matter, est-ce que il y a une stratégie qui est développée pour permettre que se rencontrent les deux camps, ou est-ce que l'idée c'est de faire en sorte que il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre? C'est impossible de faire discuter les deux camps. Il y a un problème, il y a un problème de fond qui d'ailleurs se retrouve là tout de suite dans le Parti démocrate avec ces centristes qui veulent tendre la main aux républicains. Et l'aile gauche qui dit mais non, en fait il n'y a pas de paix possible avec les racistes, c'est pas une question de ce sont des opinions, on est tous américains, on va se réconcilier, etc. on, non, il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de négociation, on veut aller plus loin que ça, on ne veut plus tolérer ou attendre et tout. Donc non, la discussion semble assez difficile. D'autant que une des stratégies depuis longtemps de la droite néoconservatrice, c'est comment dire, bousculer ou déstabiliser les institutions. Et là, ça se voit très manifestement avec la question électorale. Et ce doute qui est jeté, ces accusations de fraude, etc., et cette tentative d'illégitimation du processus électoral et donc du processus démocratique en lui-même, c'est-à-dire ça c'est aussi un risque. Il y a les risques de violence, euh, avec Donald Trump qui attise encore aujourd'hui, encore hier sur Twitter, etc. Il encourage les plus énervés, qui ne sont pas forcément hyper nombreux, même s'ils sont quand même en nombre significatif, mais voilà, il encourage les plus énervés à prendre prendre le relais d'une justice défaillante, prendre le relais d'un processus électoral qu'on leur a volé, etc., et se faire justice eux-mêmes. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, donc cette question de la violence potentielle, et puis la question de la déstabilisation démocratique et de la cohésion. Parce que globalement, la vie politique, elle peut être polarisée tant que tous les camps ont un degré d'adhésion au processus et aux institutions. Globalement, c'est comme ça que les États tiennent. Mais là, on est dans une configuration où ces institutions-là sont très fortement mises en cause et chahutées, où les gens ne les respectent plus. Et donc ça, voilà, ça c'est difficile. Donc entre la frange violente, la frange qui ne croit plus dans les institutions, le centre du Parti démocrate qui veut essayer de tendre la main en disant mais si, etc. Alors que la gauche radicale dit bah non, en fait, nous, on ne veut pas revenir à la paix. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est non, nous, on ne veut pas revenir à la paix sociale dont vous parlez du avant Trump. Le avant Trump, nous, on était perdants, on était oppressés, on était dominés, on était discriminés. Non, nous, on ne veut pas revenir à ça. On veut aller de l'avant, on veut aller plus loin. Et c'est que le début. Donc, il y a une offensive très forte sur la gauche qui ne s'arrête pas, qui n'a pas prévu de s'arrêter. Et ça radicalise la droite qui, de plus en plus, est sur la défensive et se sent investie d'une mission de protection et de repli sur soi. Donc non, ouais, la situation est un peu compliquée. Elle est même bien bien compliquée. Bah, moi, j'en arrive quasiment à me poser la question de savoir quelles sont les pistes qui peuvent être ouvertes. Alors, en plus, y compris dans un schéma institutionnel qui est quand même très très
bouclée. Aujourd'hui, aux États-Unis, depuis des années, d'ailleurs, c'est une dimension culturelle, se sont développés tout un tas de lieux de discussion non institutionnels. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est des choses qui continuent à se développer ou est-ce que, au contraire, de ce côté-là, il n'y a plus grand-chose qui existe? De quel côté? J'ai pas entendu ce que vous. Parce que c'est assez contradictoire parfois le mouvement américain. Alors, on peut aussi le vivre en France, mais il y a à la fois cette distance entre le peuple et la politique et entre le peuple et les institutions qui mène à ce qu'on a pu apercevoir. Enfin, vu de France, c'était quand même complètement hallucinant le scénario de cette élection. Et en même temps, une grande capacité parfois à être capable de se rassembler sur un quartier, sur un lieu. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, on a l'émergence de mouvements peut-être plus à l'échelle locale, capables de relayer des grandes problématiques nationales et de Alors, casser un peu le ça, défaut institutionnel ouais, d'autres pays. ça c'est sûr que ça se passe. Ouais, ça c'est sûr que ça se passe à l'échelle locale. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'échelle locale. Je vais y revenir, mais avant ça, je voudrais quand même dire que malgré tout ce que je viens de dire, euh, et la crise démocratique qui est réelle, il y a une passion des Américains pour la vie politique et pour la mobilisation politique et pour la construction commune et pour le récit de soi et pour la mise en scène de soi. Euh, il y a eu une mobilisation absolument record. Et même si il y a des critiques sur le collège électoral, par exemple, et sur ce principe des grands électeurs qui, de plus en plus, est appelé à être mis en cause, de la même façon qu'il y a de plus en plus des critiques sur la configuration de la Cour suprême bloquée à 9 juges, surtout avec un déséquilibre, avec des nominations à vie et avec un déséquilibre là très fort idéologiquement en ce moment, etc. Mais quand même, globalement, les Américains, euh, ça passe pas toujours par le vote et par ce format-là de mobilisation politique, mais quand même, globalement, ils aiment se raconter politiquement, construire un récit d'eux-mêmes, se mobiliser, s'investir, etc. Et ça passe à plein d'échelles et de plein de façons. Et je crois que cette fois-ci, ça a quand même été beaucoup le cas aussi. Euh, donc maintenant, oui, très clairement, il se passe beaucoup de choses à l'échelle locale. D'abord parce que sur le plan institutionnel, c'est aussi le format fédéral. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de prérogatives qui sont réservées aux États fédérés. Et puis même aux municipalités ou aux comtés. Donc ça, c'est une chose. Euh, et, euh, et oui, ce mouvement de proximité, le mouvement social depuis une dizaine d'années, mais surtout depuis Black Lives Matter, dit beaucoup, son principe fondamental, c'est qu'il faut partir des gens en fait. Il ne faut pas que les problématiques, elles soient explicitées par en haut, amenées aux gens. Il ne faut pas qu'on vienne voilà, leur apporter des clés pour eux-mêmes, etc. Mais c'est aux gens de se mobiliser dans leurs propres termes. Et la même problématique, on peut y répondre de façon différente dans deux territoires différents, en fait. Il faut que les gens trouvent leur propre solution, la solution qui leur convient. Ça, c'est un des grands principes du mouvement Black Lives Matter. C'est pour ça que c'est un mouvement très transversal avec des leaders absolument partout et qui interviennent de façon très différente. On peut faire des programmes périscolaire pour de l'aide aux devoirs, distribuer des petits déjeuners, on peut aller faire des mobilisations contre les violences policières ou travailler sur une disposition de protection sociale ou de sécurité sociale pour tous ou le salaire minimum à 15 dollars. Enfin, l'éventail de sujets de mobilisation, il est extrêmement large. Mais avec quand même toujours cette euh, cette notion centrale que les individus sont les seuls à pouvoir parler de leur expérience et de leurs problématiques et que du coup les solutions doivent pouvoir venir de ça, d'eux-mêmes. Donc ça passe par le local. Mais en même temps, il y a des constructions, c'est assez brillant en fait ce qui se passe parce qu'il y a des constructions à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'échanges entre les territoires de façon très horizontale. Euh,
des échanges de compétences, des échanges d'informations. Il y a beaucoup de pédagogie qui est faite. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires. Et quand je disais les Américains se passionnent pour leur vie politique, etc., ça se manifeste aussi de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des projets, je pense au projet Howard Zinn, ou même, je sais pas, le Thousand Poverty Law Center, ou même l'ACLU, qui est l'association américaine pour les libertés civiques. Toutes ces organisations-là font beaucoup la promotion de pédagogie autour de voici quelles lois, comment ça marche, comment elles vous oppressent, quels sont les chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut y répondre, comment se mobiliser, quel numéro de téléphone appeler, qui sont vos élus, à quelle adresse leur écrire, comment vous faire entendre, etc. C'est vraiment très concret. Là, par exemple, pour la mobilisation pour le droit de vote, c'était extrêmement concret. C'était aller téléphoner aux gens, s'assurer qu'ils savaient où était l'adresse de leur bureau de vote, quels étaient les horaires d'ouverture, s'ils savaient comment ils allaient se déplacer, comment y aller, avec qui ils allaient y aller, s'ils votaient par correspondance, qu'il leur fallait signer l'enveloppe au dos, mettre une deuxième enveloppe, je ne sais pas quoi, l'envoyer tel jour, ensuite aller convaincre un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. C'est un accompagnement extrêmement pratico-pratique, mais très efficace. Et il y a beaucoup d'éducation populaire, en fait, aussi, qui est faite, y compris un contre-discours sur l'histoire américaine. Par exemple, depuis quelques années, on entend beaucoup de remises en cause sur les statuts, tout ce débat sur les emblèmes publics, les statuts de suprémacistes ou à l'effigie de généraux confédérés, de l'armée confédérée, donc des esclavagistes, etc. Ou alors, j'avais un autre exemple en tête, mais enfin, oui, par exemple, le Columbus Day et voilà, ce travail de déconstruction de cette idée que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, etc., et donc de réintroduction de la question des Indiens américains et des Native Americans dans l'historiographie et dans le récit collectif. Donc tout ce travail-là, il est aussi important pour la façon dont la nation américaine se représente à elle-même et se construit. Et c'est là qu'on a un clash idéologique aussi très fort, en fait, et peut-être irréconciliable, entre une partie de la nation américaine qui se vit comme blanche et qui se croit blanche, et qui donc se sent menacée par la diversification de la population, et une autre partie de la population américaine qui se conçoit comme multiculturelle déjà depuis le début, et encore plus aujourd'hui. Donc Black Lives Matter contribue de plein de manières différentes, à la fois avec des actions sur le terrain très concrètes, et aussi avec, donc, comme je disais, ça se passe par les réseaux sociaux, hein, ça par exemple, ou par de la formation pour les profs, les instits, leur dire, voilà, si vous voulez faire cours sur Class Matter en classe, on va vous construire des séances. Les profs à l'université, si vous voulez parler de la Class Matter, voici une bibliographie que vous pouvez consulter, distribuer, voici de quoi vous pouvez parler. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. De ce point de vue-là, c'est assez passionnant et instructif en termes de mobilisation politique. Alors, Charlotte, il est 21h18. On va donc pas trop tarder à arriver Ouais. au bout de l'heure de débat qu'on s'était fixée, puisque l'idée, c'est de ne pas dépasser les capacités du format qu'on a choisi pour ce soir. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion en direction de tous ceux qui nous ont suivis à nous donner? Pour les gens là ce soir, Ouais. ben, que dire? Que les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, et qui est vraiment très paradoxal et très intéressant, en fait, parce que ils sont dans tous les excès. Et ce que je disais sur à la fois cette crise démocratique et cette espèce
d'empire en déclin, en fait, hein, très clairement. Et en même temps, cette passion pour se raconter, pour inventer, pour innover en termes de stratégie militante, politique, etc. Ce lien historique dans le mouvement, alors donc, moi je travaille plutôt sur la question noire, mais entre le mouvement des droits civiques, les Black Panthers, le Black Power, Black Lives Matter aujourd'hui, etc. Et cette filiation qui existe, qui à chaque fois élabore des stratégies très innovantes et très progressistes, en même temps qu'il y a des résistances et des backlash extrêmement conservateurs et violents. Voilà, c'est un peu tout ça les États-Unis, et je dirais que faut pas faut pas trop comment dire, s'arrêter à. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit dans le fond, ça me déconcentre un petit peu. Il ne faut pas trop s'arrêter à une vision simpliste des États-Unis. Voilà. Après, juste peut-être en conclusion sur Biden, à la fois c'est un soulagement qu'il ait été élu parce que 4 ans supplémentaires de Trump auraient pu être extrêmement dangereux, mais en même temps, à titre personnel, et sur la base de toutes les analyses et de tout ce que je peux étudier depuis des années, je me fais absolument aucune illusion sur sa capacité à vraiment résoudre quoi que ce soit. À mon avis, s'il y a des avancées qui peuvent être faites de toute façon, elles viendront de la gauche radicale et du mouvement social. Et lui, voilà, il y a peu de chances qu'il mette fin au racisme institutionnel qui existe actuellement. Par exemple, sur la question très emblématique de la police, lui, il a déjà répondu que oui, le racisme systémique existe, mais qu'il est hors de question de désinvestir la police et de diminuer les budgets. Qu'au contraire, il faut mieux les former, leur fournir des services sociaux supplémentaires, développer une police de proximité, etc. Donc sa réponse à lui, elle est sur plus de police, alors que le mouvement réclame justement très fort de diminuer les interactions en fait, des citoyens noirs avec la police, quoi. Enfin, les interactions de la police avec les citoyens noirs plutôt. Alors, Charlotte, je suis un peu partagé parce que on avait promis de te libérer et en même temps, on a une dernière question alors que tu viens de conclure, mais elle me paraît assez intéressante. Est-ce que la fracture entre AOC et la bande avec les démocrates pourrait se traduire par l'émergence d'un nouveau parti avec comme base l'intersectionnalité? Alors, je ne crois pas, parce que le bipartisme aux États-Unis est un système trop ancré, trop fort. Il y a peu de chances que là, le bipartisme s'arrête aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, en réalité, il y avait d'autres candidats d'autres partis. Alexandria Ocasio-Cortez, elle a déjà dit que s'ils étaient dans un autre pays, Biden et elle, ils ne seraient pas dans le même parti. Ils savent déjà que le fonctionnement du Parti démocrate, c'est un fonctionnement avec beaucoup de tendances différentes et opposées, et que c'est des très grosses machines politiques. Donc, je ne pense pas que la réponse qu'ils vont apporter, elle va être par la constitution d'un autre parti, a fortiori parce que de toute façon, pour cette gauche radicale, c'est important de placer des gens à des positions de pouvoir, mais c'est pas du tout une fin en soi. C'est Keeanga Yamata Taylor, par exemple, qui dit c'est pas parce qu'on a mis des Noirs au pouvoir que la situation des Noirs sur le terrain et dans la vie quotidienne, elle s'améliore. Au contraire, et d'ailleurs ça a été un des échecs du mouvement des droits civiques, c'est qu'après les années 60, il y a eu énormément d'élus noirs, de postes de pouvoir, etc., et que ça n'a pas fondamentalement changé la condition dans la vie quotidienne des masses. Donc c'est pas du tout une fin en soi, et qu'il faut changer le système et les rapports de force dans le système, et que si les individus ils sont juste élus parce qu'ils sont noirs et pas parce qu'ils sont progressistes, et ça c'est un des autres messages de Black Lives Matter, et notamment Alicia Garza la veille du scrutin le répétait. C'est pas on vote pas, on pousse pas des candidatures uniquement de candidats noirs, on pousse des candidatures de candidats noirs et progressistes. Et c'est important de rajouter cet élément-là, parce que les tokens, les alibis
noirs ou de minorités d'une manière générale à des postes de pouvoir, ça a fait beaucoup de tort en fait à la communauté dans son ensemble. Même si je mets communauté entre guillemets, puisque en fait c'est très hétérogène, c'est un groupe très hétérogène. Mais donc voilà, je ne crois pas que ça va se traduire par l'émergence d'un nouveau parti. Alors, Charlotte, merci beaucoup pour ton intervention ce soir. Merci à On a vous. quand même eu un bon nombre de connexions, comme quoi ça valait le coup qu'on se prenne un petit peu en main pour essayer de proposer aux Ivriens un format de discussion, même dans ces périodes de confinement. Donc, juste un petit mot pour terminer et indiquer que le prochain rendez-vous qu'on vous donne, ce sera donc le 23 novembre à 20h30 sur la question de la réforme de l'assurance chômage avec l'intervention particulièrement de Corinne Cierget et de Philippe Bichalan de la PES, qui sont militants des droits des chômeurs depuis longtemps et qui font vivre des propositions